Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers internautes, très heureux de vous retrouver dans votre émission Droit du savoir. Enseignant, chercheur, juriste et politologue, consultant, constitutionnaliste, Félix Bonkunda Pelé, un Congolais résident à Limoges en France, vous l'avez probablement compris que c'est notre invité aujourd'hui, l'invité de l'émission Droit du savoir, a glissé un billet sur Mediapart et sur Dark Press intitulé Présidentielle congolaise de 2021. Résultats et chiffres de tous les chocs. Rire, pleurs et point de suspension, bêtises. Voilà qui nous a intéressés, raison pour laquelle nous le recevons sur notre plateau pour tenter de comprendre l'analyse qu'il fait de la dernière élection présidentielle au Congo-Brazzaville, en comparaison bien entendu des précédentes. Bonjour, Félix Bonkunda Pelé. Bonjour, Monsieur Perrin. Alors, quel est le titre qui vous va le mieux? Constitutionnaliste, politologue, chercheur, simplement monsieur? Monsieur, ça me va bien. Monsieur Bonkunda Pelé, les résultats de l'élection présidentielle de mars dernier sont désormais disponibles et connus, validés par la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville, qui donne d'ailleurs 88,40% des suffrages exprimés à Denis Sassou Nguesso. Est-ce une surprise pour vous? Et que vous inspire de tels résultats? Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Et je pense que pour tous ceux qui suivaient l'actualité, disons, congolaise, bien avant la présidentielle, tous les observateurs allaient dans le même sens. Tous les observateurs. Ils ont tous souligné que c'était pratiquement des élections inutiles, sans suspense, et bien parce que tout le monde s'accordait à dire que le système en place, M. Sassou Nguesso contrôle de bout en bout le processus électoral. Et donc, voilà que sur toute la ligne, les autorités de Brazzaville, la juridiction constitutionnelle de Brazzaville, qui est donc, pour prendre l'expression consacrée dans les manières de droit constitutionnel, donc la juridiction constitutionnelle de Brazzaville, qui est donc le garçon de course du pouvoir de Brazzaville, a confirmé sans scrupule exactement ce que les observateurs nationaux, étrangers, avaient effectivement dit. Donc, honnêtement, ce n'est pas une surprise. Les mots ont un sens. Or, généralement, ces observateurs disent, sinon on prédit, la victoire. Je dis bien la victoire de Denis Sassou Nguesso. Qui dit victoire? Ça dit quelqu'un qui gagne légalement. La victoire. Bon, le plus souvent, les gens s'en tiennent, disons, aux expressions consacrées. Victoire. Bon, moi, je ne parlais pas en termes, disons, de victoire. Je dirais tout simplement que c'est un acte despotique de plus. Très sincèrement. Je dis ceci. Enfin, un individu qui, pour la seule élection démocratique organisée, a été viré dès le premier tour, en 1992. Et qui, quand il revient, dans des conditions que tout le monde connaît, c'est-à-dire après avoir effectivement décimé une partie de sa population, après avoir humilié les Congolais, donc le Congo, disons, la zone sud du pays, Brazzaville, sont quand même restés pendant près de 4 ans sous le contrôle des armées étrangères. Eh bien, surprise générale, dès le moment où il organise ces élections, ben, il les gagne toutes. Il les gagne toutes. Et de la manière, je vais dire, excusez, mais franchement, de la manière la plus stalinienne, puisque depuis lors, je cite, il gagne chaque élection, disons, au premier tour, avec des scores, effectivement, disons, je disais staliniennes, mais parfois, les gens ne se souviennent même pas. Mais nous avons également une chambre introuvable. Une chambre introuvable, pour la plupart, disons, de ceux qui nous suivent, c'est quoi? C'est quand l'Assemblée est tellement inondée par, disons, les députés du parti au pouvoir que ben, on se dit ce n'est plus une chambre. Et on l'a vu effectivement au XVIIIe siècle, et depuis donc, ça n'existe plus dans le monde moderne. Dans les démocraties modernes, ça n'existe plus. Et ben, le Congo, depuis 2002, je dirais depuis 97, puisque en fait, l'Assemblée, la transition, à partir de 1997, était effectivement, disons, inondée par les proches, les députés, disons, de M. Sassou Nguesso, et depuis lors, c'est la même chose. Franchement, même quand on triche, on essaie de tricher de façon un peu plus intelligente. Là, c'est vraiment grossier. Mais enfin, on sait que la honte n'appartient pas, disons, à cette catégorie d'individus.
En tout cas, si l'on parlait des performances, on aurait dit que c'est quand même un exploit exponentiel aujourd'hui, parler de 88% des suffrages exprimés, alors que tout à l'heure vous venez d'ailleurs de rappeler qu'en 1992, il avait été viré par le peuple congolais pour des raisons pires qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir exceller dans ce sens, à vouloir toujours montrer aux yeux du monde, sinon à la communauté nationale ou internationale, qu'il est aimé, je dirais, je vais exagérer, à 100% par sa population? Honnêtement, je vais vous dire ceci. Moi, ça, c'est ma conviction. Je pense très sincèrement que M. Sassou Nguesso, nous ne le savions pas, s'était senti personnellement humilié par les élections de 1992. Il s'était senti humilié. En réalité, il ne devait pas se sentir humilié. Quelqu'un qui est démocrate, quand il est battu et puis il revient. Mais lui, il a vécu, n'ayant pas le sens, je vais dire, démocratique, disons, de la vie politique. Il a vécu cela comme une humiliation personnelle. Et depuis lors, il prend son pied, il prend sa jouissance dans l'humiliation des Congolais. Un peu comme pour dire, et pour résumer la situation, vous me détestez, je vous déteste. Voilà ce que ça signifie. Psychologiquement, c'est dans cet état. Et vous remarquerez dans mon écrit, dans ma diffusion, dans ma réflexion, que je commence par décrire, disons, à peu près, disons, son profil psychologique. C'est en fait pour dire que ça ne sert pas d'aller dans la lecture politique, ça ne sert pas d'aller dans la lecture juridique. En réalité, ces résultats, depuis 2002, résume le profil psychologique de M. Sassou Nguesso. C'est un individu frustré, c'est un individu complexé, c'est un individu qui souffre et qui semble effectivement, disons, se soigner, qui semble effectivement, disons, se complaire, disons, à, en quelque sorte, disons, jeter sur les autres ce qu'il a ressenti lui-même. Donc, c'est ça. Le résumé de ces chiffres, le résumé de cette situation, ce coup d'État permanent, c'est M. Sassou Nguesso qui veut effectivement, en quelque sorte, se défouler sur ceux qui le détestent, sur ceux qui ne l'aiment pas. Il dit, en quelque sorte, vous me détestez, je vous déteste et je vous le rends bien. Et pour le reste, il s'en fout. Donc, rentrer dans la lecture juridique ou démocratique, c'est vraiment ce qu'on fait. Le vrai problème, le fond du problème est d'ordre psychologique. M. Sassou Nguesso souffre. M. Sassou Nguesso a souffert en 92 et jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à se soigner. Autrement dit, alors, ce qu'il lui faudrait, c'est vraiment un psychologue ou un psychiatre. Il a vraiment besoin de ça. Toute lecture juridique de la situation passe à côté de la plaque. Voilà ce que vous ne poussez pas le bouchon trop loin. Là, vous parlez de la psychiatrie. Il serait devenu sans raison. Ça, j'en suis convaincu. Qu'est-ce qui peut expliquer très sincèrement? Qu'est-ce qui peut expliquer que, alors que tous les observateurs ont dit que les Congolais ne se sont pas bousculés, qu'ils nous plaquent effectivement ce chiffre de la participation? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'en 2002, tout le monde savait que les Congolais ne sont pas bousculés? Moi, j'ai lu tous les rapports, disons, qui ont été écrits, disons, en 2002. Eh bien non, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, les Congolais seront déplacés à 87%. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un individu, prenons le dernier mandat, M. Perrin, qu'est-ce qu'on a remarqué au dernier mandat? Le dernier mandat a été uniquement inondé par des problèmes de pillage de la famille et des proches de M. Sassou Nguesso. Tout le mandat. Vous parlez de pillage, c'est-à-dire, on peut être un peu plus clair? Mais le détournement des deniers publics, je vous rappelle, pour ceux, disons, qui nous suivraient et qui ne sauraient pas que, l'un des cas les plus illustratifs, c'est que on va acheter, disons, un appartement, disons, la petite fille du dictateur, à 7 millions de dollars à la Trump Tower. 7 millions de dollars, c'est-à-dire 3 milliards et demi de francs CFA. Franchement, est-ce que les Congolais seraient habités, effectivement, vous me permettez l'expression, du masochisme socio-économique et politique, de telle sorte que, ils se plaisent effectivement à aller chaque fois reconduire leur bourreau? Très sincèrement. Donc, je ne vois pas, franchement. J'ai dit quelque part que ça illustre également l'incompétence, y compris dans la façon de tricher. Ça veut dire que même pour tricher, ils ne savent pas le faire de façon subtile. Mais ils auraient bien pu dire, mais écoutez, il l'a emporté à 53% pour dire que, oui, la dernière fois, c'était à 69, disons, à 61,10%. Et que cette fois-ci, c'est à 53 ou à 54%, ça revient au même. Mais pourquoi effectivement faire cette démonstration grossière? Je ne peux pas m'expliquer effectivement cet état de situation autrement que peut-être avec l'incompétence, mais plus sincèrement et plus profondément par un état psychologique qui est suffisamment alarmant. Et je pense que beaucoup conviennent avec moi. J'ai effectivement, moi, échangé avec plusieurs observateurs qui sont intervenus dans différentes chaînes françaises, notamment sur la question du Congo.
Et ils m'ont dit clairement la même chose, que c'est une situation psychologiquement alarmante. Je ne suis donc pas le seul à faire cette remarque. Politiquement parlant, comment interpréter ce comportement, cette attitude? Déjà sur le plan des élections, vous avez démontré que monsieur probablement est en train de venger contre les Congolais. Vous ne m'aimez pas, je vous aime pas non plus, et je vous le démontre pendant les élections. Mais aussi sur le plan économique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pillage systématique des données publiques. Comment expliquer ce phénomène politiquement parlant? Bon, je pense que c'est tout un cocktail, parce que je pense que, bon, nous savons ce qui se passe dans la plupart des systèmes politiques africains, que l'on souhaite, qu'on appelle parfois de républiques bananières, tout ce que vous voulez, mais je pense que il faut y ajouter l'incompétence. De la même façon que je disais que il n'était pas nécessaire, effectivement, de dire qu'il était élu à 88,40% pour que, effectivement, non. Je pense qu'il y a effectivement le manque d'élégance, tout simplement, le manque d'élégance politique. Il y a l'incompétence. Il y a effectivement l'envie d'humilier l'opposition et partant, et principalement, disons, les Congolais. Il y a effectivement, en fait, le fait qu'il veut également faire une démonstration. Je résume. Moi, j'ai toujours pensé que, même s'il ne peut pas le dire objectivement, dans son esprit, M. Sassou Nguesso se dit ceci. Mon pouvoir, je ne le tiens pas des Congolais. Je le tiens par la force et par la guerre. Donc, je n'ai pas de compte à vous rendre. Et que de ce point de vue, puisque vous voulez des élections, eh ben, je vous en organise, mais pour la forme. Voilà ce qu'il y a, disons, au fond de lui. Il se dit, je n'ai pas eu mon pouvoir par les urnes. Donc, c'est pas le peuple qui me l'a donné. J'ai pas de compte à rendre, aussi bien au plan politique au plan économique. Et donc, tout ce que nous vivons là, effectivement, disons, dans les malversations financières massives, dans les scores, effectivement, exorbitants, dans les comportements, je veux dire, disons, les antivaleurs dont il est l'illustration dans ce pays, c'est vraiment cela. C'est une façon de nous flanquer ceci que je ne tiens pas mon pouvoir de vous, je n'ai pas de compte à vous rendre, pourquoi tardez-vous à comprendre? Voilà comment est-ce que l'on peut résumer sa pensée sur la question politique, sur la question économique et sur les autres actes, disons, d'antivaleurs que nous vivons dans ce pays. Et je ne vous apprends rien, vous savez que le Congo est devenu le bonnet d'âne pour les observateurs. Le bonnet d'âne depuis les autres, à tous les égards. Qu'est-ce qui peut faire, M. Perrin, que nous, Congolais, nous soyons gênés par cette situation et que ça ne le gêne pas lui? Qu'est-ce qui peut faire que les proches de M. Sassou Nguesso, qui savent qu'on n'avait pas besoin de cela, n'hésitent pas à le reproduire? Parce que l'impression que ça donne, c'est quoi? C'est que plus M. Sassou Nguesso et sa famille et ses proches pillent, humilient, tuent, et bien plus ils sont populaires, très sincèrement. Très sincèrement. Alors, monsieur Bakunda Pelé, tout à l'heure, vous avez dit, en fait, il est en train d'envoyer un message. Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Alors, pourquoi vous tardez à comprendre cela? Alors, donc, c'est des Congolais qui ne comprennent pas toujours jusqu'à maintenant pourquoi monsieur est là et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent. C'est ce que j'ai semblé. Tout à fait. C'est exactement cela. Il veut dire, bon, moi, vous avez reçu au moins 2-3 fois, disons, monsieur Mirassa, et je l'ai entendu plusieurs fois répéter, monsieur le président de la République, bon, c'est un leitmotiv chez lui. Je n'arrive pas à comprendre un peu, de façon similaire à la situation congolaise. En 1848 est proclamée la Deuxième République en France. 24 février, disons, 1848, la Deuxième République. Et, entre autres, disons, conditions, entre autres aménagements qu'avait effectivement prévu, disons, l'élite politique de la France à cette période-là, ils avaient dit, parce qu'il y a eu un débat très, très sérieux entre, disons, deux personnalités. Donc, il y a un, effectivement, disons, qui disait qu'il nous faut une institution présidentielle, et puis une autre personnalité qui disait que non, il ne faut pas, effectivement, un président parce que nous risquons d'être effectivement les victimes de cette institution. Et le compromis a été trouvé comment? C'est important pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Le compromis était celui-ci. Bon, on institue quand même le président de la République, c'est donc la première fois que le président de la République naît en France en 1848, mais on prend des garanties. Entre autres garanties, c'était quoi? Un mandat unique de 4 ans. Et à la fin de ce mandat, le président doit partir pour qu'il ne s'habitue pas au pouvoir et devient donc effectivement notre oppresseur. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, Napoléon, qui est donc élu comme premier président de la République de l'histoire française, quand effectivement, à quelques mois, disons, de la fin de son mandat, les parlementaires lui rappellent que vous devez vous préparer pour partir,
dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851, donc quelques 3 mois avant la fin de son mandat, il fait un coup d'État et dit, il n'y a plus de constitution, on va dans l'Empire. Vous voyez? Donc, en réalité, et là c'est peut-être, disons, le dernier stade de M. Sassou Nguesso, le Congo ne fonctionne pas comme une république. C'est pour ça que vous remarquez que quand je le cite d'entrée de jeu dans la réflexion que vous avez lue, je parle du despote de son État et non du président de la République. Nous ne sommes pas en République. Qu'est-ce qu'il y a de république dans le régime politique de M. Sassou Nguesso? Moi, je défie tous ceux qui regardent le Congo, l'élite congolaise, disons, qui s'est mis au service de M. Sassou Nguesso. J'attends qu'ils me demandent qu'est-ce qu'il y a de république au Congo. Quand je prends cet exemple, vous voyez bien que au lendemain du coup d'État de Louis-Napoléon, qui était justement justifié par le refus d'accepter la limitation des mandats, le pays a basculé la République à l'Empire, ce qu'on appelait en France le Deuxième Empire. Donc, quand vous regardez le système politique congolais, sous le règne de M. Sassou Nguesso, c'est un empire qui ne dit pas son nom. Ça n'a rien d'une république. Parce que, vous doutez bien, en république, on ne vient pas au pouvoir par coup d'État. En république, on n'installe pas, disons, une industrie de pillage dans son pays. En République, on ne tue pas comme M. Sassou Nguesso tue. Donc, tous les éléments, tous les actes posés relèvent beaucoup plus d'un empire que d'une république. Et c'est pour ça que moi, je l'appelle despote de son État. C'est comme ça. Et alors donc, parce que en France, en 1851, est tout à fait le même que celui qu'effectivement commet, disons, M. Sassou Nguesso. Cela sous-entend que Alpha Condé et Alassane Ouattara avaient vu les choses bien avant, lui attribuant le titre d'empereur. Tout à fait. Je rappelle que monsieur le président guinéen, donc Alpha Condé, voilà, monsieur Condé est juriste. Donc c'est quand même, disons, l'histoire, disons, politique de la France avec les régimes politiques. Et ils ont voulu le dire. En fait, je l'ai déjà expliqué auprès d'un de vos homologues, j'ai expliqué que, d'une part, c'était pour dire, ah non, le Congo fonctionne comme un empire et que nous, même si nous avons fait comme M. Sassou Nguesso, c'est-à-dire nous avons fait le coup d'État qui a consisté effectivement à broyer la limitation des mandats, mais nous ne sommes pas tout à fait de son acabit, nous ne sommes pas tout à fait du même degré. Et donc, si vous voulez, dans cette réflexion, dans cette remarque, il y avait deux aspects. Premièrement, c'était pour dire que lui, c'est lui, nous, c'est nous, et d'autre part pour dire, mais enfin, soyons clairs, le Congo-Brazzaville fonctionne comme un empire. Ce n'est pas le cas de chez nous. Voilà, donc ce n'était pas totalement faux. Il y avait effectivement sous-jacent cette remarque-là que je viens de vous décrire à partir du basculement de la Deuxième République française vers l'Empire dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851. Le Congo fonctionne tout à fait comme un empire, mais soyez également clairs. Quand Louis-Napoléon fait son coup d'État en 1851, c'est dans l'intérêt et l'honneur de la France, parce qu'il pense qu'effectivement, il a des choses à faire pour la France. Mais quand vous regardez le cas de M. Sassou Nguesso et ses sbires, eh bien, c'est pour la bamboula. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus grossier. Rien à voir avec, effectivement, disons, l'image du Congo. Alors, revenons donc sur votre billet, votre réflexion. Est-ce qu'on peut comprendre, probablement qu'on a déjà abordé quelques grandes lignes, est-ce qu'on peut revenir sur les grandes lignes de cette réflexion? C'était quoi exactement? À titre personnel, depuis le départ, quand j'entends les différents hommes politiques bouger pour dire élection, je suis un peu excédé, très franchement. Et là, on est quand même, disons, à la 4e phase. 2002, 2009, 2016, 2021. Chambre introuvable, l'un des hommes les plus haïs du Congo, élu au premier tour. Mon problème, c'est de dire ceci, mais enfin, quand est-ce que vous allez tirer les leçons pour dire, sauf évidemment de ceux qui en ont fait leur marché, parce qu'il faut bien le dire, beaucoup de ce qu'on appelle partis politiques au Congo fonctionnent en réalité comme des entreprises économiques. C'est tout un marché. Il faut candidater pour effectivement tirer des sous parce que certains hommes politiques également ont compris que ça plaît aux despotes effectivement de faire semblant de faire le jeu politique. Donc, c'est rentable. Donc, c'est des entreprises. Donc, la seule activité est d'ordre économique. Donc, ça devrait plus nous étonner. Et puis, de l'autre côté, il y a le fait que, enfin, disons, je pense que c'est un intérêt réciproque. Monsieur Sassou Nguesso a besoin de cela. Ces entrepreneurs économiques qui se présentent comme étant des entrepreneurs politiques ont également besoin de ça. Ça fonctionne comme tel. Et à côté, il y a quand même une large partie, disons, de compatriotes qui sont un peu durs, qui y croient un peu. Et je dis, ça finit par devenir lassant et ça plonge de plus en plus le Congo dans l'incertitude. Et donc, à travers ce que j'ai voulu dire là,
C'est pour dire, bon, le rôle d'une élite dans un pays, en dehors de l'élite, vous me permettez vraiment l'expression de l'élite politique autour de M. Sassou Nguesso, qui a fait, disons, de M. Sassou Nguesso un marché. Il y a, je pense, une élite qui ne dit pas, disons, qui ne parle pas clairement, qui n'est pas, disons, dans l'action ou bien dans la réflexion, qui regarde de manière béate. Et donc, je dis, le rôle d'une élite dans un pays, c'est d'anticiper. M. Sassou Nguesso a mis, disons, le Congo dans une situation dangereuse, incontrôlable. Parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, il arrivera un moment où le peuple dira « ça suffit ». Et à ce moment-là, ni l'élite, ni l'armée, contrairement à ce que l'on pense, ne pourra contrôler cette situation. Donc, je dis, là, il vaut mieux que ce soit la dernière phase. Il vaut mieux que ce soit la dernière phase. Que l'élite, je vais dire, un peu plus patriote, se rende compte à l'évidence que tel que ce pouvoir est parti, il nous reproduira systématiquement, puisque, je l'ai déjà dit, ben, c'est un régime sans scrupules, c'est un régime qui ne connaît pas la honte, c'est un régime qui ne connaît pas la subtilité, c'est un régime qui manque d'élégance, eh ben, il peut reproduire cela infiniment. Mais on sait ce que c'est que l'histoire des peuples, on sait comment ça va finir, et quand ça éclate, personne ne peut contrôler. Donc, pour répondre, disons, de façon résumée à votre question, c'est un appel à l'élite pour qu'elle prenne conscience du fait que nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes pas en république, nous sommes là en face d'un système odieux et qui est prêt à tout. Et il l'a démontré, qui est prêt à tout. Je rappelle quand même que les 17 et 20 octobre 2015, on a tiré, on a criblé devant les caméras, on a criblé des jeunes gens qui étaient en train de manifester. Ça n'a pas découragé l'élite, disons, qui s'abreuve, disons, auprès de M. Sassou Nguesso, mais en même temps, je vais dire, disons, du sang de nos compatriotes de continuer à les soutenir comme ils l'ont fait. Ça ne les a pas empêchés. Donc, il ne peut plus reculer. Je démontre, par exemple, en ce qui concerne, disons, les membres de la justice constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle congolaise, qu'en réalité, il y a un pacte qui est là. Ce pacte, c'est lequel? Ils savent que si le Congo revient à la démocratie, ils rendront compte. Parce que c'est une infraction grave qu'ils ont eu à commettre, effectivement. Le rôle d'une juridiction constitutionnelle, ça n'a jamais été d'autoriser d'abattre la Constitution. Le rôle d'une juridiction constitutionnelle, c'est au contraire de protéger la Constitution. Voilà quand même, disons, des gens formés qui vont participer avec M. Sassou Nguesso à un coup d'État pour abattre la Constitution. Ce qui n'est pas, non, le rôle. Je donne encore un exemple. Quand en 1962 en France, le général de Gaulle a voulu modifier la Constitution de façon irrégulière. Irrégulière pourquoi? Bon, le recours au référendum est autorisé dans le système politique français, sauf sur le cas où le général de Gaulle avait organisé, disons, en octobre 62, c'est-à-dire donc changer la Constitution pour permettre, disons, au président de la République d'être élu au suffrage universel, parce que le général de Gaulle, en 1958, n'a pas été élu au suffrage universel. Mais il a voulu modifier. Et qu'est-ce qui se passe, disons, en 62? C'est des juristes honnêtes qui s'y connaissent bien dans leur métier, dans leur formation. Ils ont dit, ben, faites-le, organisez votre référendum, mais ne saisissez pas la Cour constitutionnelle, ou disons le Conseil constitutionnel, on ne le pensait pas de son rôle. Donc, il n'est pas du rôle, effectivement, d'une juridiction constitutionnelle de participer, je veux dire, disons, à l'abrogation, disons, d'une constitution. Mais les juges constitutionnels l'ont quand même fait. Donc, depuis lors, c'était déjà un peu le cas avant, mais de façon tacite, il y a un pacte qui existe entre M. Sassou Nguesso et les juges, disons, constitutionnels. Vous voyez bien qu'à l'intérieur, il y a un juge que je cite qui lui-même, avant, effectivement, qu'une goutte des listes du pouvoir, avait déjà dit, c'est un article, disons, de 2011. Il dit ceci, je le cite dans le papier que vous avez, les autorités congolaises brillent par l'organisation des élections truquées, donc les résultats sont connus d'avance. Et il ajoute ceci, il en a été ainsi des élections de 2002 et de 2009. Et enfin, il termine en disant ceci, les juges constitutionnels peuvent être considérés comme étant les délégués du pouvoir. Enfin, peut-on dire mieux ce que c'est que le statut du juge constitutionnel? C'est un professeur de droit qui le dit et il, en même temps, il est devenu lui-même juge constitutionnel. Donc, il dit toute la vérité là. Donc, on ne peut pas trouver, je vais dire, disons, meilleure formule que ce qu'il dit là. Voilà. Donc, oui, mais donc, alors, face à une telle réalité, voilà, face à une telle réalité, puisque vous l'avez démontré, que les cours ou la Cour constitutionnelle, les juges peuvent être considérés comme
je sais pas, vous avez dit les délégués de ce système. Voilà. Et cela se passe aujourd'hui aux yeux de tout le monde parce que de toute façon, nous sommes à l'ère numérique. Tout le monde est informé de tout à la seconde près. Quelle lecture faites-vous désormais du droit au Congo et quel impact dans la société congolaise? Écoutez, dans un précédent papier du 17 septembre 2020, je disais dans un papier que j'ai publié sur les réseaux sociaux que c'est intitulé « Comment des juristes ont étranglé le droit constitutionnel au Congo ». C'est étranglé, nous ne sommes plus. C'est pour ça que quand des gens parlent de république, bon, je suis stupéfait. Il ne peut plus y avoir de république sans droit. Les deux vont de pair. Parce que, vous connaissez la formule, personne n'a jamais été déjeuner avec l'État. L'État n'existe pas. L'État n'existe que par les textes. C'est les textes. Donc, dès le moment où les textes ont dit le droit n'existe plus, l'État n'existe plus, la République n'existe plus. Et donc, de ce point de vue, ce que je veux dire par là, c'est que, premièrement, il faut être réaliste. Il ne faut pas s'enfermer, je veux dire, dans les considérations d'ordre purement formel pour dire non, le droit n'existe pas selon M. Sassou Nguesso. Et il le démontre systématiquement à chaque occasion. Il n'existe pas. Comment pouvez-vous expliquer que tout le monde a vu le 19 mars? Monsieur Kolela était objectivement empêché. Tout le monde l'a vu, le monde entier. Et la juridiction constitutionnelle, dont les deux grands objectifs, premièrement, c'est de protéger la Constitution, et puis secondo, c'est d'assurer le déroulement régulier, disons, des élections, des votes, en l'occurrence dans l'élection présidentielle. C'est son rôle. Et la juridiction constitutionnelle répond, nous avons vu effectivement, disons, la décision qui a été lue le 6 avril par le président de cette institution, elle dit que, bien que parce que, contrairement, disons, aux gens qui se méprennent en disant que, oui, la Cour n'a pas été saisie, non. La Cour a deux moments, en amont et puis en aval. Donc, si elle n'a pas été saisie avant, quand effectivement, disons, ce dossier lui arrive, c'est-à-dire le dossier de sélection lui arrive, à ce moment-là, effectivement, il regarde et vérifie si effectivement l'élection s'est déroulée dans les conditions légales. Donc, contrairement à ce qu'elle dit, pour dire, parce que en même temps qu'elle a donc rejeté sur la forme, disons, la requête de M. Nzo, dans des conditions qui étonnent, il est surprenant que M. Nzo ait présenté effectivement, ça porte, mais enfin, là c'est un autre aspect, je ne suis pas convaincu que M. Nzo était sincère et de bonne foi en déposant un dossier dans ces conditions, si c'est bien le cas, comme nous l'a décrit la Cour constitutionnelle, mais cette même Cour... Pardon, Félix, restons un peu là-dessus. Vous parlez déjà de la requête de Nzon, c'est-à-dire les recours de Nzon. Ça a été rejeté. Parmi les mobiles évoqués par la Cour, c'est qu'il a dû omettre de mettre son identité, l'adresse, etc. Et c'est là que je voulais comprendre comment cela est-il possible pour un monsieur, on peut dire respectable, comme Nzon, qui a l'habitude des recours. Parce qu'il est dans la course présidentielle depuis les années pratiquement 2002, 2009, on l'a vu, 2016 aussi, il était candidat, et cette fois-ci, pour faire recours, il oublie les fondamentaux, et ne se fait même pas assister par un avocat. Est-ce qu'on peut comprendre mais c'est également les éléments les plus élémentaires d'un dossier. Les éléments les plus élémentaires d'un dossier. Quand vous allez demander un casier judiciaire, ou bon, non, mais il y a ce qu'on appelle, ça fait partie, disons, vous l'avez appelé les fondamentaux, mais également les éléments les plus élémentaires d'un dossier. Donc, on a quand même l'impression que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce qu'on peut parler d'un scénario préparé à l'avance? Moi, je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger. Quand j'ai lu, je me suis dit, un instant, c'est comme si on tombait de la Tour Eiffel. C'est incroyable. J'ai pas cru, disons que Monsieur Nzon ne s'est pas rendu compte que son dossier ne remplissait pas les conditions de forme, disons les conditions de forme telles que citées par la Cour. Donc c'est pour le moins suspect. Mais ça c'est un aspect. Mais l'autre aspect que je voulais souligner sur lequel, vous voyez quand vous regardez les deux textes, disons qu'aborde la Cour constitutionnelle congolaise, il y a la Constitution elle-même et puis il y a la loi organique. La loi organique, mettons la loi tout simplement pour ne pas compliquer, disons, la lecture à ceux qui nous entendent. Et la Constitution est beaucoup plus large sur la qualité de ceux qui peuvent, effectivement, disons, la saisir.
Et la loi est beaucoup plus restrictive. Elle dit que par intéressé, en dehors donc des 3 personnalités qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le président, les présidents des 2 assemblées, il y a l'intéressé que, disons, la Constitution n'a pas précisé. Et la loi organique, c'est-à-dire la loi complémentaire de la Constitution que, disons, le Congo avait adoptée, dit que non, il faut entendre par intéressé uniquement le candidat. Enfin, vous imaginez, si le candidat est empêché, il ne peut plus effectivement saisir. Le candidat est empêché, on ne peut pas dire que l'intéressé ne peut être, mais si le candidat est empêché, il est mort ou il est devenu fou, tout ce que l'on peut imaginer, ou il tombe gravement malade, comme le cas effectivement, disons, de Koila, mais comment va-t-il encore effectivement saisir la Cour pour dire que il y a empêchement? Donc, c'est vraiment une incongruité digne du système juridique congolais. Et c'est tellement gros pour une fois que la Cour constitutionnelle s'est dit, ah non, 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 le monde entier va nous critiquer si on dit que c'est l'empêché qui doit encore saisir la Cour alors qu'il est devenu fou ou bien qu'il est mort, donc ça n'a aucun sens. Et ils ont ouvert la brèche pour dire, oui, Yombi, qui est Jean-Jacques Yombi, qui était donc, disons, le compagnon, disons, de Kolela, est quand même recevable. On ne peut pas effectivement lui opposer la remarque de l'avocat du pouvoir. Et ils ont dit, oui, il est recevable. Mais une fois qu'ils ont dit ça, ils reviennent effectivement, disons à leur lecture pour dire que non, en fait, il aurait pu saisir la Cour constitutionnelle avant le jour du vote. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est de vérifier la régularité des élections. Donc, elle-même, à partir du moment où elle a été saisie, se devait effectivement de corriger, je vais dire effectivement, disons cette lacune grave selon laquelle effectivement le candidat a été macroscopiquement empêché. Ils n'ont pas voulu faire cette lecture, c'est-à-dire qu'ils ont voulu respecter le pacte qu'ils ont établi avec M. Sassou Nguesso d'assurer plus son élection au premier tour, quoi qu'il en coûte. Voilà effectivement ce qui s'est passé à cette occasion-là. Ce qui ne tient pas debout, puisque la Cour elle-même, si elle ne peut pas s'autosaisir, mais à partir du moment où les dossiers sont arrivés, disons, auprès de nous, elle se devait effectivement de vérifier que, effectivement, je donne un exemple. La Cour elle-même, effectivement, disons dans son texte, dit que elle envoie également des membres de sa juridiction qui peuvent s'accompagner d'autres personnes, d'autres délégués pour vérifier le bon déroulement des élections. Tous les Congolais, nous avons tous reçu des images où il est démontré que ça a été la catastrophe dans le déroulement de cette élection. Mais la Cour nous dit qu'elle n'a rien vu. Enfin, le monde entier sait comment ça s'est passé au Congo, puisque aujourd'hui, ceux qui oublient, ou alors ils sont effectivement dans le même cynisme que M. Sassou Nguesso, nous savons que certaines élections ont été organisées au domicile de certains éléphants, disons, du PCT. Nous le savons. Ou au siège de certains, au siège du PCT. Mais ils disent qu'ils n'ont rien vu. Monsieur Perrin, de qui se... Oui, mais puisqu'on parle de la Cour constitutionnelle du Congo, vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est en fait la question que se pose plus d'un Congolais. Pourquoi la Cour ne s'est-elle pas auto-saisie? Je sais que l'interprétation d'un article souvent pose problème, mais je crois que l'article est bien clair là-dessus. La Cour prononce l'annulation ou annule l'élection. C'est le premier alinéa, je pense. Oui, peu importe. Parce que sur ce point, on peut dire qu'il n'y a pas de pression, mais la Cour elle-même dit qu'elle ne peut pas s'autosaisir. Mais en amont, mais en aval, le dossier arrive, disons, sur son bureau. Et il n'y a aucun article de la Constitution qui lui interdit de traiter de cette question. À la limite, on pourrait lui reprocher, puisqu'elle a eu ses délégués, mais on pourrait lui reprocher. Mais enfin, le monde entier a vu que l'élection s'est mal déroulée. Rien dans le dispositif constitutionnel ne lui interdit effectivement de se saisir de cette question, puisque en dernière instance, avant la proclamation des résultats, le dossier sur le déroulement de l'élection passe effectivement devant lui, puisque c'est lui qui proclame les résultats. Aucun dispositif ne le lui interdit. Donc, c'est simple à comprendre. Il y a bel et bien un pacte entre la Cour constitutionnelle et puis, disons, le pouvoir en place. Ça ne souffre pas d'équivoque. Alors, face à ce déni de droit, il faut le dire, par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on peut penser que le Congo tend là vers un état de non-droit? Laissons les notions de droit et de république tranquilles. Nous sommes au sein d'un empire qui ne dit pas son nom. Peut-être qu'effectivement, dans ses fantasmes, M. Sassou Nguesso arrivera à dire, oui, écoutez, bon, voilà, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, nous sommes clairement et formellement entrés dans l'empire. Mais le système politique congolais fonctionne exactement comme un empire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit.
tout fonctionne selon la volonté du prince. C'est cela. Donc, parler de non-droit, bon, comme on en parle ici en France ou dans d'autres pays, disons, démocratiques, des zones de non-droit, quoi, non, non, non. Je pense que ce serait ne pas effectivement rendre compte de l'ampleur de la situation. Qu'est-ce qu'il y a de juridique au Congo? Nous savons que, par exemple, en matière financière, la famille de M. Sassou Nguesso est poursuivie un peu partout. Ce n'est pas la rumeur. Nous disons tous qu'aux États-Unis, en France, ben, cette famille, effectivement, est entre guillemets traquée. Et ils ne traquent pas, disons, sur des broutilles, hein, c'est sur des faits. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'au Congo, ben, ils sont tranquilles, ben, ils ne sont pas poursuivis? Qu'est-ce qui peut expliquer que, ben oui, M. Sassou Nguesso se permet de dire, le 8 avril 2013, quand il est reçu par M. Hollande, 8 avril 2013, eh bien, il sort de là, il est interviewé par un de vos homologues, Feu Jean-Karim Fall, disons à France 24, qui lui pose la question suivante, d'entrée de jeu. Vous avez parlé de l'affaire des biens mal acquis? Répond M. Sassou Nguesso, oui, nous en avons parlé. Le journaliste répond, c'était sérieux? Il dit, ah oui, c'était du sérieux, je lui avais déjà posé le problème au sommet de la francophonie à Kinshasa, en octobre dernier. Monsieur Perrin, ça s'appelle le trafic d'influence. C'est gravement sanctionné par le droit pénal, gravement. Et c'est si grave que le même jour, le secrétaire général du gouvernement, en la personne de Macron, qui était secrétaire général adjoint à la présidence, a sorti un communiqué pour dire non, le président Hollande n'a pas abordé cette question avec M. Sassou Nguesso, parce que c'était grave. Il rentre au Congo tranquille. Aucun juge n'interpelle, disons, M. Sassou Nguesso. Aucun parlementaire n'interpelle M. Sassou Nguesso pour dire que, mais enfin, France 24, c'est une chaîne internationale. Comment pouvez-vous dire une telle grossièreté? Vous voyez? Mais plus grave, ce que je vais dire, c'est ceci, M. Perrin. Disons de bêtise en bêtise, d'illégalité en illégalité. J'ai l'impression que les Congolais se sont habitués à cela. Ça n'étonne plus personne. Monsieur Sassou Nguesso vient dire ce qu'il vient de dire, et puis personne ne fait la remarque. Ça passe comme une lettre à la poste. Je rappelle le 25 février, disons, 2016. Il venait d'inaugurer, puisque c'est le moment qu'il choisit toujours pour inaugurer, disons ce qu'il essaie de faire. Il venait donc d'inaugurer donc l'hôpital, un hôpital dans le coup, je pense à Kinkala, et il est interviewé par des journalistes étrangers qui lui disent, mais enfin, mais vous avez épuisé vos mandats, mais comment pouvez-vous aller au-delà de 2 mandats? Répondre, M. Sassou Nguesso. Eh bien, si Merkel le fait, pourquoi moi je ne le ferai pas? M. Sassou Nguesso ne sait pas que nous avons là 2 modèles constitutionnels totalement aux antipodes. Le modèle, en disant allemand, n'a rien à voir avec le modèle français. Mais enfin, le Congo a une constitution. Il ne peut pas... Et d'ailleurs, puisque vous parlez de Mme Merkel, là, dernièrement, le porte-parole du candidat Denis Sassou Nguesso, donc en la personne de Colline Makosso, l'a rappelé une fois de plus. On lui dit, mais il dit, mais écoutez, quand ça se passe en Allemagne avec Merkel, personne ne parle. Effectivement, la question est posée. Voilà. Donc, c'est dans le même sens. Mais je peux en multiplier. Monsieur Perrin, savez-vous qu'alors que le président Mandela est dans une situation d'incapacité, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rien dire, M. Sassou Nguesso a quand même osé trafiquer une fausse préface de son ouvrage, par les vrais. Il dit que Mandela a préfacé son ouvrage, alors que Mandela ne pouvait plus lire. Comment pouvez-vous expliquer cela, très sincèrement? Je peux en multiplier comme ça. Donc, non, ne parlons pas, disons, d'état de non-droit. À la limite, on dira comme d'autres, peut-être, disons, un État voyou, disons, un pays voyou, mais pas, disons, l'état de droit, c'est beaucoup plus, je vais dire, léger. Nous ne sommes pas dans un système, nous ne sommes pas en république. Nous sommes là, je dirais même, dans un empire bananier. Empire bananier. Parce que si en France, il existait des empires, c'est dans une certaine ambition qui était effectivement pour les différents empereurs, effectivement, à leur façon, pour lui, Napoléon, effectivement, d'améliorer la situation de la France. Mais quand vous regardez, effectivement, le régime en place, M. Sassou Nguesso et puis sa famille ou ses proches, vous le savez, puis vous êtes journaliste, chaque semaine, il y a toujours, disons, un débat quelque part sur la vie politique, disons, africaine, où le Congo devient effectivement le bonnet d'âne de l'Afrique. C'est honteux. Voilà. Évidemment, vous parlez déjà de Macron. Venons-en sur les relations franco-congolaises.
malgré la situation que vous venez d'ailleurs de peindre et l'attitude de Denis Sassou Nguesso, on comprend bien que c'est un monsieur, vous l'avez d'ailleurs dit et répété, vous avez insisté là-dessus, qui ne respecte pas la loi. Et nous l'avons constaté d'ailleurs pendant le processus de la dernière élection présidentielle. Évidemment, les règles disons, les droits, la Constitution, les textes ont été violés, mais aussi les droits et libertés des citoyens. Et face à cette réalité, et malgré cela, la France reconnaît tout de même Denis Sassou Nguesso comme président, entre guillemets, élu, mais de manière précipitée parce que la France a reconnu cette victoire tacitement avant même la validation par la Cour constitutionnelle des résultats de cette élection. Que vous inspire cette attitude de la France face à ce qui se passe au Congo-Brazzaville, sachant qu'en 1997, c'est la même France qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, vous l'avez rappelé, après avoir fait plus de 400 000 morts. Ça existe dans les archives. C'est la même France qui a encouragé Denis Sassou Nguesso à violer la Constitution de 2002 pour changer donc la Constitution d'octobre 2015. Aujourd'hui, la France reconnaît la victoire avec tout ce qu'on vient de citer là, mais de manière tacite, puisque elle invite d'ailleurs Denis Sassou Nguesso à un sommet qui aura lieu en mai, le 18 mai prochain. Et cette invitation a été faite avant même les résultats de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense, Monsieur Perrin, que la remarque que vous faites est tout à fait fondée, puisque nous avons vu, par exemple, que quand il y a eu les élections à côté en RDC en décembre 2018, et qui s'est passé ce qui s'est passé au départ. Au départ, effectivement, que le ministre des Affaires étrangères dit que non, la question s'est résolue à l'africaine. C'est le ministre Le Drian qui dit cela. Et après, quand il est reçu par, disons, M. Tshisekedi, il dit non, tout s'est bien passé, c'est vraiment, disons, une alternance qui ne repose pas seulement sur le discours, mais sur la réalité. Il change le discours du jour au lendemain. Je veux dire par là, M. Perrin, que nous devons nous rendre à l'évidence. La France dépend d'abord et avant tout ses intérêts, à notre détriment, bien entendu. Je pense que nous sommes suffisamment mieux informés et expérimentés pour savoir que nous ne devons pas rêver. Il y a une limite, Macron est élu par les Français pour défendre les intérêts français. Et que même si par hasard, il peut arriver que Macron lâche un peu de l'Est, comme il l'a fait effectivement, disons pour le Rwanda ou pour l'Algérie, mais en dernière instance, c'est toujours dans la limite des intérêts de la France. Voilà la limite. Je serais tenté de dire ceci, puisqu'aujourd'hui, on le sait, qu'on n'a plus besoin d'un dessin pour le savoir. Intégrons ça dans notre stratégie. Quand je dis intégrer cela dans notre stratégie, ça veut dire quoi? Si un jour, nous devons déposer un mémorandum auprès de la France, dans ce que je pense que l'élite congolaise congolaise, disons patriote, devait faire, c'est de dire, bon, voilà. Dans ce mémorandum, nous devons dire à la France, ben voilà, l'histoire ancienne comme récente du Congo, principalement à partir du retour criminel de M. Sassou Nguesso, a prouvé que vous le soutenez jusqu'au bout. Quels que soient les crimes, accordons-nous. Vous attachez toute votre stratégie sur M. Sassou Nguesso et puisqu'il finira par s'en aller, dès le moment où il s'en va, eh bien, vous perdez tout. C'est ce qui va se passer, c'est qu'ils vont effectivement s'arranger pour qu'ils reconduisent effectivement. Mais ça, c'est un défi que nous devons prendre. Dire, dans un éventuel mémorandum que l'on fera à la France, bon, M. Macron, disons dans moins d'une année, il va entrer effectivement dans sa campagne. Donc, de la même façon que M. Hollande, en octobre, disons 2015, vous savez qu'il a fait un mandat pratiquement nul, le mandat de M. Hollande. Et donc, il ne comptait plus que sur ce fameux sommet de Paris sur le climat. Donc, il était dans une alternative. Ça, les gens peut-être ne le savent pas. Il s'était dit parce que, du point de vue de l'observation, disons, extérieure, on a toujours lié le sort des deux Congos. Donc, ils savaient, leur stratège savait que si effectivement, ça éclate au Congo, ça va éclater de l'autre côté. Et M. Hollande savait, dans la lecture effectivement que font les États étrangers, que si ça éclate en RDC,
c'est toute l'Afrique qui tombe. Monsieur Hollande a préféré donc sacrifier le dossier du Congo qu'il avait bien décrit, disons, la veille, disons, du sommet de Dakar sur la francophonie. Il le connaît très bien. Je le sais, puisque monsieur Hollande était à côté de chez moi, là, disons, c'est à 1 heure de chez moi. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un dossier qu'il maîtrisait bien. Donc, il ne peut pas dire, comme il a tenté de le faire, effectivement, le 21 octobre 2015, qu'il ne le maîtrisait pas. Il le maîtrisait très bien. Mais il a fait le choix qui consistait à sauver l'unique élément, disons, de son mandat, c'est-à-dire le sommet de Paris sur le climat et de sacrifier le dossier congolais. Bon, donc, c'est son choix. Macron, dans moins d'une année, va être également, disons, en campagne. Déjà, dans quelques mois, ça va commencer. Donc, il ne peut pas considérer le dossier congolais comme étant un dossier prioritaire. Mais, quoi qu'il en soit, c'est à nous de démontrer, de faire notre choix. Parce qu'en dernière instance, la stratégie consiste toujours à s'en remettre à la France. Ça ne donne pas, disons, quelque chose vraiment de probant. Ça n'aboutit pas à grand-chose. C'est un élément que nous devons intégrer effectivement dans la stratégie. La stratégie de l'élite qui consiste à dire, bon, voilà, il faut mettre la France devant ses responsabilités. Il y a eu ça. La France a soutenu Sassou Nguesso dans les crimes, disons, d'octobre 1997, principalement pour réinstaller un individu dont la toxicité n'est plus, disons, à démontrer en 1997. Vous l'avez soutenu en 2015, vous le soutenez également là. Eh bien, nous prenons acte. Vous faites le choix de soutenir des aventuriers, des criminels. Donc, vous devriez également continuer à le faire parce que le jour où nous avons la possibilité, et ce jour finira par arriver, je vous rappelle que c'est ce que nous allons dire à M. Macron disons en juillet prochain, disons à Montpellier, parce qu'il va recevoir pour la première fois la société civile africaine. C'est ce que nous allons lui dire. Monsieur le chef d'État, vous devez effectivement prendre acte du fait que vous devriez infiniment soutenir des gens indésirables, des gens sales, des criminels. Mais ne perdez jamais une seule fois, parce que le jour où vous perdez tout. C'est ce choix-là que nous devons le reposer. Donc, à nous, effectivement, M. Perrin, de prendre effectivement une responsabilité pour dire, bon, voilà, on a suffisamment demandé à la France, disons, de remarquer ce qu'elle remarque, mieux que nous, pour ne pas dire ce qu'elle fomente, puisque c'est elle qui fomente. Nous avons tous entendu M. Idriss Déby dire que, ben oui, c'est la France qui lui a envoyé un expert dont il ne connaissait même pas le nom pour lui dire qu'il fallait... Nous l'avons tous lu. Bon, je veux dire, disons, M. Idriss Déby n'est pas passé par 4 fois pour le reconnaître, mais nous savons que c'est ce qui se passe à peu près un peu partout. Bon, donc, de ce point de vue, c'est à nous de dire, bon, voilà, assumez. Ne tenez pas le discours, disons, démocratique artificiel comme vous le faites, en faisant semblant de dire, ben oui, non, non, non. Assumez, vous êtes les complices, pour ne pas dire les initiateurs de la dictature, des crimes en Afrique. Mais vous devriez continuer. Parce que le jour où vous perdez, effectivement, eh bien, nous tirons le leçon pour dire, nous savons où se trouvent ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Voilà tout ce que je peux dire. À quoi ça sert encore? Puis nous savons que ce qui s'est passé en 1997, ce qui s'est passé en 2015, c'est ce qui se passe maintenant. Vous êtes aussi politologue. Toujours dans cette situation du Congo-Brazzaville, nous suivons depuis un certain temps les analystes occidentaux, particulièrement français, qui, dans le traitement de cette information, parlent souvent de la stabilité. En fait, c'est ce qu'ils disent, hein. La stabilité avant tout, ce qui fait que malgré ce qui se passe en Afrique, puisque nous parlons du Congo-Brazzaville, c'est d'abord la stabilité, le reste c'est après. Donc monsieur peut faire ce qu'il veut, violer les droits et libertés, les droits de l'homme, tuer, massacrer, ça n'importe pas pour la communauté, en fait, s'il faut dire pour les Occidentaux, tout ce qui compte c'est la stabilité. Alors, on veut comprendre c'est quoi, lorsqu'ils parlent de la stabilité, à quoi font-ils allusion exactement? C'est une bonne remarque, M. Perrin. D'abord, j'ai essayé de répondre à cette question dans mon texte que vous avez lu, dont vous avez fait état. Non, c'est une simple stratégie. Ça veut dire quoi la stabilité quand, disons, on tue en permanence et qu'on pille en permanence? Et dans le cas précis, disons, du Congo, nous savons que M. Sassou Nguesso a été un acteur et pas n'importe quel acteur, a été l'acteur majeur de l'instabilité qu'on a connue au Congo. Monsieur Perrin, moi j'ai
j'ai eu mon bac en 79 et j'étais dans une province, je remonte effectivement, disons à Brazzaville, et dans le train, je tombe sur un numéro de Jeune Afrique, l'été 79. Il est interviewé par M. Senen André Amirado, donc ce journaliste d'origine malgache qui est aujourd'hui décédé. Et il pose la question de savoir, ben, finalement, pourquoi vous, et à l'endroit de M. Sassou Nguesso, ben, qui êtes-vous pour mériter cela? Il dit, ah non, 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 je suis quelqu'un qui me suis toujours battu pour l'intérêt du Congo. J'étais déjà jeune sous-officier dans le coup d'État de 1963. 63, c'est lui qui le dit. 68, il y est. 77, il y est. Ensuite, bon, entre 77 et 79, ben, il est aux affaires, puisque c'est lui qui dit lui-même que c'est lui qui cède, qui donne la place, disons à M. Yombi, et qu'au moment où il a voulu effectivement, disons, prendre ses responsabilités, il l'a viré, pour reprendre l'expression de notre compatriote M. Boao, sans un seul coup de fusil, ce qui veut dire que c'est bel et bien lui qui avait la maîtrise de la situation, parce que quand tu as dit, bah, écoutez, je te mets de côté, il l'a mis de côté. Pour reprendre l'expression de RFI à ce moment-là, le baobab est tombé sans faire du bruit. Bon, donc, M. Sassou Nguesso, je répète, est un acteur principal de l'instabilité dans la vie politique, dans l'histoire politique du Congo. Et donc, quand on va dire que c'est le garant de la paix, mais enfin, c'est plutôt le faiseur, disons, de violence, c'est le faiseur de l'instabilité. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Mais il y a autre chose, disons, qu'il faut souligner, M. Père. L'instabilité, la violence dans le système politique congolais est un mode de régulation du pouvoir. Vous savez, quand, disons, la paix perdure au bout de 2-3 ans, je vais prendre, disons, là, un moment qui est très limité, les Congolais, qu'ils soient effectivement, disons, dans, je veux dire, entre guillemets, la géopolitique congolaise, ben, ils ne se sentent que Congolais, c'est-à-dire la même situation de la grande majorité des Congolais, quelles que soient leurs origines. Mais Sassou Nguesso a besoin de temps en temps d'introduire l'instabilité et l'image, la perte du pouvoir pour ressouder sa base. Et donc, quand on dit, ben oui, c'est le faiseur de paix, non. Le système politique congolais ne peut pas fonctionner avec une paix prolongée. Il faut que de temps en temps, le pouvoir donne l'impression à sa base sociologique que le pouvoir est menacé pour ressouder sa base. Donc, ça veut dire que si, tant que M. Sassou Nguesso y est, il utilisera toujours, je vais dire, le même remède, la même stratégie. Violence, paix relative. Parce que s'il y a la paix, effectivement, les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest sont capables de faire une lecture objective du pouvoir pour dire, ben, parce que tous les pouvoirs fonctionnent comme ça, il y a d'une part la grande masse des déshérités et d'autre part la petite élite, quelles que soient ses origines, qui effectivement, je vais dire, tire effectivement l'essentiel des revenus du pays. Donc, c'est un argument qui ne tient pas debout, et je le dis dans le papier que vous avez lu. C'est un argument qui ne tient pas debout puisque M. Sassou Nguesso est l'acteur principal de l'instabilité, de la violence, des crimes multiformes que nous connaissons dans ce pays. Donc, qu'il ne nous trompe pas avec ça. Et j'ai tenu effectivement à le souligner dans la réflexion que j'ai eu à écrire et à faire diffuser. Merci Félix Bakunda Pelé. Merci d'avoir répondu à nos questions, à moins que vous ayez une préoccupation que vous aurez souhaité en fait partager avec nos téléspectateurs et que la question n'a pas été posée. C'est l'occasion, vous avez quelques secondes. Non, c'est moi qui vous remercie d'abord effectivement de m'avoir tendu votre micro pour parler effectivement après cette élection de tous les mots, de tous les pleurs, rires et également il fallait effectivement que effectivement je puisse parler pour le dire aux compatriotes effectivement que n'attendez plus rien, mais pour une fois. Quand j'imagine que notre cher compatriote Kolela est mort pour rien, je dis bien pour rien. Pour rien parce que, en fait, du début à la fin, on savait comment ça se passerait. Et j'imagine que, enfin, je pense que s'il ne s'était pas lancé effectivement dans cette aventure, peut-être, qu'il n'en serait pas là. Donc, que les Congolais, principalement l'élite, tirent les leçons de cette expérience qui a été macroscopique, de cette présidentielle congolaise qui était macroscopique. Il y a un pacte entre le pouvoir et la juridiction constitutionnelle. Monsieur Sassou Nguesso peut organiser les élections 100 fois. Il les emportera, il l'emportera comme il l'a fait là. Et ça fait déjà 4 fois. Dans une année exactement, il y aura les législatives. Ça va se passer de la même façon. Nulle part dans l'histoire politique des États, il n'existe une situation comme ça où à l'Assemblée, c'est une majorité écrasante
Et celui qui est là, ben, c'est, disons, l'homme le plus incompétent de l'histoire politique de notre pays. Eh ben, il est élu, disons, au premier tour avec effectivement un score stalinien. Mais enfin, jusqu'où on va aller? Je pense que cette fois-ci, c'est suffisamment macroscopique pour dire que, en dehors des entrepreneurs économiques locaux qui se font passer pour des entrepreneurs politiques, qui vont participer à cela pour avoir de l'argent de M. Sassou, ben, que ceux qui sont un peu sérieux ne sait plus à cela, mais se prépare à une autre stratégie qui est celle, je répète, d'en finir avec ce régime, dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt effectivement de ce pays, dans l'intérêt, je veux dire tout simplement, disons, dans un certain honneur, dans un certain respect. C'est humiliant aujourd'hui. C'est humiliant aujourd'hui d'être congolais, parce que quand vous présentez quelque part dans un milieu effectivement formel, vous dites que vous êtes congolais, tout le monde se retourne. En tout cas, c'est ce que je dis moi. Partout où je passe, quand je dis je suis congolais, les gens se tournent, ils me disent, ah, c'est chez vous où, disons, une famille s'est emparée de tout le pouvoir, de tout l'argent du pays. Vous répondez quoi? C'est à cela que nous devons nous atteler. Et sérieusement, Monsieur Perrin, je vous remercie franchement de m'avoir donné l'occasion de parler aux compatriotes. Bien voilà, c'est la fin de cette émission et grand merci à toi Félix Bonkounda-Pelé d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir consacré ton temps si précieux pour nos téléspectateurs. Quant à vous, chers internautes, vous avez été aimables. Restez donc branchés sur votre canal TEDAR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.